clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Très chers abonnés de Osiris TV, nous voici de nouveau devant vous. Nous vous disons merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre et nous trouvons déjà que le nombre est croissant d'abonnés et surtout l'intérêt que vous accordez à suivre nos différentes activités que nous mettons sur votre chaîne. Aujourd'hui, parce qu'il s'agit de l'actualité à travers la République démocratique du Congo, une activité qui s'est réalisée au Congo, une activité qui concerne la RDC, mais dont on parle à travers le monde. Il s'agit bien de cette affaire, la problématique de l'application de la peine capitale, de la peine de mort en République démocratique du Congo. Nous avons mis la main pour vous sur un juriste de formation, un juriste pratiquant, Maître Léon Tchimanga, Djibadiamwanda, c'est comme ça que je préfère l'appeler, Djibadiamwanda. Il n'est pas moins qu'un enseignant. C'est ainsi que c'est un chercheur en droit. Il pourra nous parler de, comme nous disons que chaque chose a deux anses, il pourra nous parler du bien fondé de l'application de la peine de mort et aussi des inconvénients de cette peine. D'ores et déjà, Maître, nous vous disons merci parce que nous avons pris à pied levé. Et nous vous disons merci de votre disponibilité. Dans la nomenclature des peines prévues par la législation pénale congolaise, il y a, parmi les 8 peines, nous avons la peine capitale qu'on appelle la peine de mort. Et elle avait été suspendue. Un moratoire avait été prononcé. Et aujourd'hui que le gouvernement congolais venait à lever l'option pour que celle-ci soit d'application. Beaucoup de voix se contredisent. À votre avis, quelle est l'importance de l'application de cette peine et dans quel contexte est-elle reprise? Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'intérêt que vous accordez à la question parce qu'elle est d'actualité. Oui. Il faut d'abord préciser que la peine de mort figure parmi les peines prévues à l'article 5 du Code pénal congolais, livre 1er. Oui. Et donc, cette peine, elle est là dans la loi, elle n'existe pas à la volonté du législateur. Alors, à un moment donné de l'histoire, avec aussi la ratification du statut de Rome, et il y a eu cette discussion autour de la question s'il fallait maintenir la peine de mort ou s'il fallait carrément l'abolir. Et il y a eu deux camps qui se sont formés à l'époque. De ce fait, le gouvernement avait, dans une décision, pris un moratoire en ordonnant la surséance de l'application de la peine de mort, dite la peine capitale. Alors, aujourd'hui, nous avons tous suivi par la circulaire de Madame la ministre de la Justice et Garde des Sceaux, qui a, après avoir soumis la question au Conseil des ministres, pris cette circulaire pour lever ce moratoire sur la peine de mort qui aujourd'hui devra être prononcée par les cours et tribunaux. Mais ce qu'il faut aussi préciser, le gouvernement évoque le nombre croissant des cas de trahison au sein des différents services de sécurité, au sein de la population congolaise elle-même, mais également il y a cette volonté, n'est-ce pas, de dissuader des criminels potentiels vu la recrudescence de la criminalité en République démocratique du Congo. Alors, j'ai suivi aussi comme vous les différentes réactions des différents acteurs tant politiques que religieux et même certains membres de la communauté internationale. J'ai vu la réaction de l'Union européenne. Je crois qu'il y a une mauvaise appréhension de la question. Vous dites c'est la mauvaise appréhension? Il y a eu une mauvaise appréhension de la question. Et parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays où tout le monde assiste à cette montée en puissance de la criminalité, mais lorsque le gouvernement prend une mesure pour répondre efficacement à cette criminalité, que des personnes se lèvent pour dire non, ce n'est pas pour ça que la mesure a été prise, mais c'est plutôt pour étouffer l'opposition. Je n'ai pas pu comprendre comment est-ce que cela ne peut concerner que les opposants dès lors que les criminels
ne sont pas que dans les rangs de l'opposition. Les criminels sont partout, et même ceux qui ne font pas la politique. Tout à fait, oui. Quand vous dites que les criminels sont partout, c'est ainsi que les princes de l'Église catholique au niveau de la RDC, le cardinal Ambongo, estiment que les plus grands traîtres, parce que l'application de la peine capitale vise les traîtres, mais lui estime que les plus grands traîtres sont les dirigeants qui ne parviennent pas à accéder aux besoins de la population. Alors c'est ainsi qu'à son sens, c'est une peine qui devrait être appliquée contre les dirigeants, en commençant par le président de la République. Qu'en dites-vous? Je voudrais ici, comme juriste, préciser une chose. La levée du moratoire ne signifie pas l'application automatique de la peine de mort. Comme une peine prévue par la loi, et ne concerne pas toutes les infractions prévues dans le code pénal ou dans les autres lois particulières qui prévoient certaines infractions. Non. La peine de mort, en vertu du principe de la légalité des infractions et des peines, elle sera prononcée pour les cas spécifiques pour lesquels la loi a voulu que ce soit celle-là qui soit prononcée. Par exemple? Ça, c'est une précision. Par exemple? Parce qu'il ne faudrait pas, comme j'ai entendu quelqu'un dire, même en cas de faux bruit, on va appliquer la peine de mort. Non. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état laïque où le principe de la légalité des délits et des peines, des infractions et des peines est démise. Et donc, on ne va pas appliquer la peine de mort dans tous les cas de figure. D'ailleurs, lorsque nous lisons l'article 6 du même code pénal congolais, livre 1er, le législateur précise que pour l'exécution de la peine de mort, il revient au chef de l'État de définir les modalités de l'exécution. Et donc, elle peut être prononcée contre certains individus pour les manquements graves, donc les infractions graves qui les méritent bien, mais l'exécution, ça dépendra encore d'un autre mécanisme. Donc, le chef de l'État peut fixer soit par fusillade, par pendaison. C'est encore une longue étape, et donc je ne vois pas pourquoi les différents acteurs, notamment ceux de l'Église catholique, peuvent aussi prendre cette question avec une telle chaleur, alors qu'il s'agit bel et bien d'une loi qui existe depuis tous ces temps. D'aucuns émettent des réserves et des craintes du fait de l'état de la justice. S'il ne faut pas les citer, mais nous les citons. Pour Franck Diongo, la justice congolaise est endémique et croit avec la levée de ces moratoires, ça risque à tourner vraiment en règlement de comptes. Et quiconque les verrait, selon leur conception de choses, quiconque les verrait son petit doigt contre les régimes, se verrait condamné à la peine de mort. Je crois que c'est une peur qui ne se justifie pas, dans la mesure où c'est vrai, les gens décrient les méfaits de la justice, ce ne sont pas tous les magistrats qui sont des mauvais magistrats, ce ne sont pas toutes les juridictions qui ont des mauvaises décisions. Il peut y avoir quelques cas, ça et là, qui peuvent vous faire croire ou craindre, n'est-ce pas, qu'on tombe dans les erreurs d'appréciation des faits, des erreurs matérielles ou les erreurs judiciaires. Ça peut arriver, ce sont des cas qui peuvent arriver parce que la justice est rendue par des humains, mais cela ne peut pas empêcher l'État de regarder en face la situation qui se prévaut dans le pays pour prendre les mesures qui s'imposent. Parce qu'en fait, ce que les autres oublient, c'est quoi? Quelle est la fonction de la peine en droit pénal? La fonction de la peine, c'est la dissuasion. Et donc, l'intimidation même aussi. L'État, en ayant prévu cette peine, c'est pour dissuader ceux qui seraient tentés de commettre les crimes qui sont décriés. Parce que, écoutez, les crimes ne sont pas commis seulement sur les autres. Les crimes peuvent être commis sur ceux-là qui parlent tant de l'opposition que de l'Église. Et donc, il ne faut pas considérer que lorsqu'on veut regarder en face une situation, alors que nous tous nous sommes conscients que le niveau de la traîtrise aujourd'hui dans notre pays a vraiment atteint un plus haut niveau. Nous sommes tous conscients que le degré de la criminalité aujourd'hui a atteint vraiment son paroxysme. Il faudrait que nous puissions nous regarder en face. Il faudrait que nous puissions regarder cette situation avec toute responsabilité et apprécier à sa juste valeur cette levée du moratoire sur la peine de mort. Mais on peut conclure que M. Jean-Pierre Bemba, aux affaires, pas aux affaires étrangères, plutôt à la défense,
lui-même connaissant bien les terrains, ils sont arrivés à une conclusion avec ses collègues sous la houlette du président de la République que des traîtres sont dans les institutions et les autres même sont dans l'armée et il faudrait qu'on applique cela parce que c'est juste lors de son dernier passage à Goma, de retour de Kinshasa, quand il est de retour de Goma, il a estimé qu'il fallait, c'est celui qui a commencé à chanter sur la levée de ce moratoire. Oui, évidemment, c'est en fait cela qui démontre que la mesure prise ne vise pas un individu ou un camp. Donc la mesure prise, elle est générale et elle s'appliquera, à mon sens, en toute impartialité. Et donc, je voudrais insister sur le fait que la peine de mort, excusez-moi, oui, n'est pas prévue pour toutes les infractions prévues en RDC. Même si vous lisez la circulaire de la ministre, elle reprend les dispositions pour lesquelles la possibilité donnée au juge d'appliquer la peine de mort. Ce n'est pas une obligation, parce que les juges ont le pouvoir d'apprécier quelle peine appliquer en cas de la commission d'une telle ou telle autre infraction, selon que la loi a permis au juge de prononcer la peine de mort, la peine d'emprisonnement ou toute autre peine prévue par la loi, en vertu du principe de la légalité des infractions et des peines. Et donc, je crois que si les membres du gouvernement estiment qu'au sein des services, il y a des traîtres, alors pourquoi est-ce que ça devrait frayer uniquement les opposants et non pas ceux qui sont dans la gestion, mais qui se compromettent dans leur action quotidienne. Donc je crois que si on doit considérer que la mesure a été prise en tenant compte des réalités au sein même de l'armée, c'est alors une question qui va, n'est-ce pas, nous pousser nous tous à encourager pour que nous puissions extirper des rangs de nos services les personnes qui n'ont pas leur place là-dedans. Et donc, qui devraient, en principe, être punis sévèrement pour donner la leçon aux autres qui seraient tentés de commettre les mêmes crimes. Bien, merci. Nous tendons vers la fin. Maître Léon Tchumanga est en train de nous éclairer. Il nous a éclairé sur l'application ou pas de la peine de mort et pour quelle infraction. Tous, nous avons le devoir de lire la circulaire de Madame la ministre d'État en charge de la justice. Maître Léon, dernièrement, la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts ou son arrêt, si elle était unique, sur la proclamation des résultats définitifs des députés nationaux. Et il y a une notion qui est soulevée, elle n'est pas nouvelle, hein, une notion qui a été toujours inhérente à l'action de la Cour constitutionnelle, c'est sur les erreurs matérielles. Les arrêts de la Cour sont inattaquables, ça on le sait, mais on demande à la Cour de réformer certaines erreurs matérielles. Qu'est-ce qu'on peut entendre par erreur matérielle et comment ça peut se faire? N'est-ce pas une façon de contourner le principe de l'inattaquabilité des arrêts de la Cour? Merci de la question aussi qui est encore d'actualité. Il est vrai que la Constitution prévoit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne soient pas susceptibles de voie de recours. Ils ne sont pas susceptibles de voie de recours. Là, il y a une nuance. Oui, parce que l'erreur matérielle n'est pas une voie de recours. Mais c'est une forme d'attaque. C'est une demande qui tend à ce que la juridiction, pas seulement la Cour constitutionnelle, mais la juridiction qui a rendu une décision judiciaire et qui comporte des erreurs matérielles constatables, puisse corriger uniquement ces erreurs-là sans modifier la décision qui est contenue dans le dispositif de la décision. Je prends pour exemple, au lieu d'écrire par exemple Kasonga Nzongola Chamboui, on écrit Kasongo Nzongele Chamboui. En ce moment-là, il y a une erreur matérielle et si la personne concernée estime que son identité n'a pas été reprise correctement, il y a effectivement une erreur matérielle et peut demander à la juridiction, quelle qu'elle soit, de corriger l'erreur matérielle sans pour autant entamer, n'est-ce pas, la substance de la décision. Par voie de conséquence, ceux-là qui ont saisi la Cour constitutionnelle en réformation des erreurs matérielles ne verront pas leur cause être satisfaite parce que la Cour ne les a pas proclamés en massacrant leur nom. Mais la Cour n'a même pas cité leur nom.
je dis bien, je précise, l'erreur matérielle reste une erreur matérielle qui n'entame pas le contenu de la décision, le fond de la question. Oui. Et donc, s'il y a une erreur matérielle à corriger et que cela n'a rien à voir avec les résultats proclamés, je ne vois pas par quel mécanisme la Cour va se dédire. Donc, je crois que par rapport au fond, les choses sont closes à mon avis. Mais s'il y a des erreurs matérielles, il appartient à ceux qui les évoquent de les soumettre à qui des droits et ils trouveront des réponses. Merci bien, Maître Léon Chimanga. Merci bien à vous, Stani, qui nous avez réalisé. Merci bien tous nos chers abonnés. Nous reprenons toujours présent et à venir de nous suivre et aussi même les auditeurs de la radio Lotus qui auront à suivre cet enseignement à travers nous, l'enseignement donné par Chimanga Djibadi Amanda. Merci bien. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marché